Continuons avec les généralités sur le système nerveux et rentrons maintenant dans le vif du sujet en parlant donc des cellules nerveuses. Le schéma que je vous présente ici, c'est un schéma qui reviendra très souvent car il résume parfaitement le rôle du système nerveux dans la motricité humaine. D'ailleurs, plus que de parler de motricité, préfère parler de sensorimotricité, donc sensory comme sensoriel. Pourquoi? Eh bien parce que tous les mouvements que nous réalisons quotidiennement, nous les décidons, nous les organisons en fonction des informations sensorielles que l'on reçoit de notre corps et de l'environnement. Par exemple, imaginez que vous avez soif. La soif en elle-même, c'est une information sensorielle qui va vous pousser à agir, à vous mettre en mouvement. Le sensoriel va donc déterminer le moteur. Quand vous avez soif, vous allez par exemple prendre la bouteille d'eau qui est située à côté de vous, sur la base de la vision que vous avez de celle-ci. En fonction de sa position, de sa forme et d'autres paramètres, vous allez programmer, organiser un mouvement particulier qui vous permettra in fine de mettre la bouteille à votre bouche et de boire. C'est ce que résume ce schéma. Donc des récepteurs sensoriels, en l'occurrence des récepteurs visuels situés dans l'œil, et plus particulièrement dans la rétine, vont capturer l'information et la faire remonter jusqu'au cerveau. Le rôle du cerveau, ce sera alors d'intégrer cette information sensorielle et de l'interpréter afin de mettre en place le comportement moteur adapté, c'est-à-dire donc les commandes motrices qui permettront d'amener le verre à la bouche et de boire. Mais comment ces différentes étapes et la communication entre les différentes structures sont-elles possibles? Comment l'info sensorielle qui est captée par l'œil, elle remonte jusqu'au cerveau? Comment les commandes motrices, qui sont programmées au niveau central, peuvent-elles atteindre les muscles? Eh bien, c'est grâce à des cellules spécialisées, qu'on appelle les neurones, qui représentent donc les unités fonctionnelles du système nerveux et qui sont spécialisées dans la communication intercellulaire. En d'autres termes, donc les neurones, qui sont au nombre de 100 milliards dans notre système nerveux, vont communiquer entre eux via ce qu'on appelle des connexions synaptiques pour véhiculer les informations sensorielles du récepteur jusqu'au cerveau. Au sein du cerveau, des neurones vont communiquer entre eux pour intégrer l'information et programmer un mouvement. Et enfin, des neurones vont communiquer entre eux pour transmettre les commandes motrices jusqu'au muscle pour que celui-ci se contracte et produise le mouvement désiré. Donc la sensorimotricité, elle repose donc sur un ensemble de phénomènes nerveux impliquant une communication interneuronale entre récepteurs sensoriels, cerveau et muscles. Vous l'aurez compris, donc les neurones sont au centre de tout ce que nous allons voir par la suite, et il convient donc d'en présenter les principales caractéristiques. Vous avez ici le schéma d'une cellule classique, non nerveuse, et les différents éléments qui la constituent. Maintenant, je fais apparaître ici donc de jolies images de neurones vues au microscope par bioluminescence, et qu'est-ce qu'on remarque par rapport à une cellule classique, par rapport à une cellule non nerveuse? Eh bien, je vous laisse regarder quelques secondes. J'imagine que vous aurez remarqué assez facilement que les cellules nerveuses, elles ont la particularité d'avoir des prolongements qui ressemblent à des filaments. Et nous verrons par la suite que ce sont ces prolongements cellulaires qui permettent la réception et la transmission d'informations nerveuses, comme le font les câbles électriques par exemple. Passons maintenant aux caractéristiques fonctionnelles des neurones. Donc les neurones, eh bien, dans un premier temps, ce sont des cellules excitables qui émettent et transmettent des signaux électriques, les potentiels d'action. Donc nous parlerons plus longuement des potentiels d'action dans la deuxième partie de ce cours, et nous verrons que ce sont des signaux bioélectriques dans lesquels sont contenus le message nerveux. Deuxième caractéristique, ce sont des cellules qui ont une durée de vie très importante, et contrairement aux cellules de la peau par exemple, qui sont renouvelées très fréquemment, certains neurones sont présents dans notre système nerveux de notre naissance à notre mort. Troisième caractéristique, ce sont des cellules qui ont perdu leur capacité de mitose, c'est-à-dire que les neurones ne peuvent pas se diviser, ils sont amniotiques. Enfin, quatrième caractéristique fondamentale,
les neurones, ils ont un métabolisme extrêmement élevé et ils ont besoin d'un apport continu en oxygène et en glucose. Un manque d'oxygène au niveau du cerveau, un manque d'irrigation sur une période très courte peut provoquer des lésions dramatiques et irréversibles. J'imagine que vous avez tous entendu parler des accidents vasculaires cérébraux, les AVC. Eh bien, lors d'un AVC, une zone du cerveau n'est plus correctement irriguée pendant quelques secondes, et cela génère des lésions menant à de graves déficits cognitifs, sensoriels et moteurs. Passons maintenant aux caractéristiques structurelles des neurones. Donc, comme je vous le disais, les neurones, ils communiquent entre eux. Pour cela, ils ont une partie qui est dite réceptrice, partie qui reçoit les signaux en provenance des autres neurones. Ils ont ensuite une partie conductrice, donc les fameux prolongements filamenteux que l'on voyait sur les images de la diapo précédente. Et ce sont ces structures donc, qui permettent la transmission du message nerveux, tout comme des câbles électriques. Enfin, ils possèdent une partie sécrétrice qui va se connecter donc via des synapses aux neurones adjacents pour transmettre leur message nerveux. Après les caractéristiques fonctionnelles, voyons maintenant l'organisation ultrastructurale du neurone et les éléments qu'il compose. Donc comme pour toutes les cellules de notre organisme, les neurones ils possèdent un corps cellulaire que l'on nomme soma ou péricaryon. Le soma, c'est un centre de biosynthèse dans lequel les différents éléments du neurone sont fabriqués. Globalement, on retrouve les organites qui composent toutes les autres cellules non nerveuses, comme les mitochondries, l'appareil de Golgi, etc., à l'exception donc des centrioles, qui sont, elles, responsables de la division cellulaire. À noter, le soma, eh bien, il fait partie de la zone réceptrice du neurone, car on verra par la suite qu'il peut recevoir des connexions synaptiques d'autres neurones. Passons maintenant aux fameux prolongements neuronaux. Donc, prolongement, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce sont des structures qui prolongent le corps cellulaire du neurone. On retrouve deux types de prolongements. D'abord, les dendrites, qui sont au même titre que le soma des structures réceptrices, et les axones, qui eux ont pour fonction de conduire le signal comme des câbles électriques. Maintenant, si l'on rentre plus dans les détails, d'abord concernant les dendrites, ce sont des ramifications donc courtes et fines qui reçoivent des connexions synaptiques en provenance d'autres neurones. Elles transmettent des potentiels gradués, donc potentiels électriques générés par les neurones adjacents via les connexions synaptiques, et les dendrites, elles acheminent ces signaux jusqu'au corps cellulaire du neurone. Nous reparlerons en détail des potentiels gradués dans la deuxième partie de ce cours. Le nombre de dendrites, il peut varier énormément d'un neurone à l'autre. Plus un neurone possède de dendrites, plus il va recevoir de signaux en provenance d'autres neurones. Vous avez là sur la gauche un neurone très abondamment pourvu en dendrites, sur lequel vont potentiellement converger de nombreux autres neurones. Concernant les axones, et contrairement aux dendrites, ce sont des prolongements uniques dont la taille peut énormément varier. Par exemple, les axones qui innervent les muscles du pied, ils peuvent mesurer plus d'1 mètre, car ils partent de votre moelle épinière pour aller jusqu'à votre pied. Comme indiqué sur l'image, ils peuvent se diviser en deux pour former des collatérales, en deux ou voire même en trois ou quatre, en plusieurs parties, pour former des collatérales, et ces axones, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont pour fonction de conduire les signaux électriques du cône axonique, ou la zone gâchette, jusqu'au bouton synaptique dont on va parler dans la diapo suivante. Concernant la zone gâchette, qui est ici marquée en jaune sur ces photos, c'est la zone de l'axone la plus proximale par rapport au soma, et nous verrons dans la partie 2 de ce cours que c'est à cet endroit précis que sont générés les potentiels d'action. Revenons maintenant donc sur les boutons synaptiques qui correspondent à la partie la plus distale des neurones. Comme vous pouvez le voir sur les images, ce sont des zones dilatées
se situant au niveau des terminaisons des axones et qui se connectent aux autres neurones via des synapses. Ces boutons synaptiques, ils contiennent de petites vésicules qui elles-mêmes contiennent des neurotransmetteurs. Nous le verrons plus en détail dans la partie suivante de ce cours, mais les boutons synaptiques, ils libèrent des neurotransmetteurs qui vont se fixer sur la membrane du neurone suivant pour l'activer. C'est ce transfert de neurotransmetteurs qui permet la communication entre les neurones ou entre les neurones et les muscles. Vous avez sur l'image que je viens de faire apparaître, donc sur la gauche, une connexion interneuronale entre un bouton synaptique et la dendrite d'un neurone adjacent, alors que sur l'image de droite, vous voyez les connexions entre des boutons synaptiques et des fibres musculaires. Regardons maintenant de façon plus intégrée comment la communication interneuronale fonctionne. Donc vous avez en haut de l'image le soma et les dendrites d'un neurone sur lesquels convergent les boutons synaptiques d'autres neurones, dits neurones présynaptiques. Pourquoi présynaptiques? Parce qu'ils sont en amont de la synapse du neurone que l'on étudie. Du neurone que l'on étudie. Ce neurone, il va lui-même se connecter avec d'autres neurones en aval, qui sont donc des neurones post-synaptiques, après la synapse du neurone que l'on étudie. Plus ce neurone rentrera en contact avec un nombre élevé de neurones post-synaptiques, donc via cette terminaison, plus son degré de divergence sera important. Maintenant que nous avons vu ce qui est commun à tous les neurones en termes de structure, nous allons désormais nous intéresser à leur classification morphologique et fonctionnelle. Niveau morphologique, il existe différents types de neurones et cette classification, elle dépend de la disposition des prolongements des neurones, donc des dendrites et des axones. D'abord, vous avez ici donc les neurones multipolaires qui possèdent des prolongements multiples, à savoir un axone et de nombreuses dendrites. Les neurones multipolaires, ce sont de loin ceux qu'on retrouve le plus dans le système nerveux. Il y a ensuite les neurones unipolaires qui possèdent un prolongement unique qui se divise à courte distance du corps cellulaire pour donner lieu à des prolongements dendritiques et axoniques. Enfin, il existe des neurones dits bipolaires qui possèdent un prolongement dendritique et un prolongement axonique. A noter que pour cela, on les retrouve très peu dans le système nerveux, uniquement dans certains organes sensoriels comme la rétine ou le système vestibulaire. Passons maintenant à la classification fonctionnelle des neurones. Donc il existe trois types de neurones d'un point de vue fonctionnel. D'abord, les neurones sensitifs ou afférents, qui conduisent des messages nerveux centripètes, c'est-à-dire des messages qui partent de la périphérie pour aller vers le centre. Les neurones sensitifs, ils véhiculent donc des messages afférents qui partent des récepteurs sensoriels pour monter vers la moelle épinière et le cerveau. Ce sont des neurones unipolaires dont les dendrites, eh bien, elles se situent au niveau du récepteur sensoriel, par exemple au niveau d'un récepteur de la peau. Le soma de ces neurones, il se situe dans le ganglion rachidien de la moelle épinière. C'est le petit renflement que l'on voit ici. Quant aux terminaisons axoniques et ces boutons synaptiques, on les retrouve au niveau du système nerveux, donc soit dans la moelle épinière, soit dans le cerveau. Donc retenez bien, les neurones afférents, ils permettent aux informations sensorielles de remonter des récepteurs jusqu'aux structures nerveuses d'intégration. Rappelez-vous du petit schéma du début de la vidéo. Il y a ensuite donc les neurones moteurs ou efférents qui, eux, ont pour fonction de transmettre des messages nerveux centrifuges, c'est-à-dire qui partent du centre pour aller vers la périphérie et donc du cerveau vers les muscles, pour permettre donc aux muscles de se contracter. Ce sont des neurones multipolaires dont le soma se situe dans le système nerveux et les boutons synaptiques donc au niveau des muscles. Et ce sont les neurotransmetteurs des boutons synaptiques de ces neurones qui vont exciter le muscle et lui permettre de se contracter au niveau de ce qu'on appelle la jonction neuromusculaire. Neuromuscular jonction ici. Enfin,
il y a les interneurones, ou neurones d'association, qui sont situés entre deux autres neurones, à savoir un neurone situé en amont, dont on dit qu'il est présynaptique, et un neurone en aval, dont on dit qu'il est postsynaptique. Notez que les interneurones sont ceux qu'on retrouve le plus dans notre système nerveux parce qu'ils ils représentent 99% des neurones de notre système nerveux. Donc, au sens strict, le rôle de ces interneurones, eh bien, c'est de conduire les messages nerveux entre les neurones sensoriels et les neurones moteurs. Comme nous le verrons dans la partie 4 de ce cours, sur le versant moteur, ils sont impliqués dans la plupart des réflexes médulaires, comme le réflexe d'étirement.